À certains moments, on se dit, mais d'où vient cette nouvelle fatigue et quelle en est la nature? C'est pas une fatigue que l'on a au travail. Ce n'est pas une fatigue que l'on a en faisant du sport. Ce n'est pas non plus une fatigue que l'on a, par exemple, en jardinant ou autre chose. Non, absolument pas. C'est quelque chose de nouveau. Si vous voulez, nous allons tenter de comprendre ce qui nous arrive et aussi de voir quels seraient les antidotes à cette fatigue. Je vous emmène à La Ferté-sous-Jouarre. La Ferté-sous-Jouarre, c'est en région parisienne, grande région parisienne. C'est une toute petite ville dans une grande campagne. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Paris, dès lors que vous prenez l'A4 et que vous vous dirigez vers Reims. Éric Fiat, bonjour. Bonjour Thierry. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous habitez La Ferté-sous-Jouarre. Et lorsque vous regardez votre ville d'en haut, vous vous dites, je suis à l'intersection dans un quadrilatère, là où ont vécu de grands hommes. Dites-nous, qui sont vos voisins du coup, ou qui auraient pu être vos voisins? Si j'avais vécu à La Ferté-sous-Jouarre au XVIIe siècle, j'aurais eu Jean de La Fontaine à 26 kilomètres, j'aurais eu Jean Racine à 15 kilomètres et j'aurais eu Bossuet à 21 kilomètres. Des génies absolus. Ce qui fait que quand j'écris, parce que je suis un peu écrivain, un peu philosophe, je me dis quand même, ça serait bien de ne pas écrire trop de conneries, étant donné les génies absolus qui me hantent encore. Donc, du coup, vous êtes bien gardé. Vous venez de le dire, vous êtes philosophe, vous êtes professeur de philosophie à l'université Gustave Eiffel, vous donnez des cours d'éthique aux étudiants en médecine, et très jeune, vous posiez des questions. Posiez des questions à l'époque de portée philosophique, mais vous ignoriez qu'elle en avait cette portée, et c'est votre professeur de littérature qui vous a dit ceci. Tu patientes, tu attends la terminale et tu auras les réponses à tes questions. Avez-vous eu les réponses à vos questions? Pas vraiment, parce que la philosophie pose plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Mais il est vrai que, mais je ne crois pas être très différent de nos amis qui nous regardent aujourd'hui, il est vrai que quand j'étais enfant, je me posais, comme tout le monde, des questions au fond philosophiques. Pourquoi? Parce que je m'étonnais de tout. Vous savez, un petit enfant qui va dans un jardin, ça s'étonne d'une rose, ça s'étonne d'une sauterelle, ça s'étonne que papa rougisse, que maman pâlisse. Et au fond, qu'est-ce que c'est que la philosophie, sinon continuer de s'étonner après qu'on a passé l'âge de l'étonnement. Aristote le disait, pour être philosophe, il faut s'étonner. Alors attendez, il faut s'étonner de ce qui n'est pas étonnant. Parce que s'étonner de quelque chose d'étonnant, ça ne fait pas de quelqu'un un philosophe. Si tout d'un coup on apercevait dans une petite fenêtre qui s'est ouverte l'un de nos auditeurs ou une de nos auditrices dans le plus simple appareil, nous serions très étonnés, bien sûr, mais ça ne ferait pas de nous des philosophes, non. Philosopher, c'est continuer de s'étonner alors qu'on a passé l'âge de l'étonnement, c'est continuer à demander pourquoi alors qu'on a passé l'âge des pourquoi. Vous savez, les enfants demandent pourquoi. Et puis après, on passe cet âge-là, philosopher, c'est continuer à demander pourquoi alors qu'on n'est plus un enfant. Si la Covid dure encore quelques années, on pourra s'étonner de cette banalité, du coup, si je vous suis bien. Vous avez une philosophie très personnelle de la philosophie. Vous dites, c'est pas fait, c'est pas une fin en soi, c'est plutôt une façon de vivre. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Contrairement peut-être par rapport à certains de mes collègues universitaires, je pense que la philosophie doit s'incarner dans la vie. Et bien sûr que j'ai besoin des grands textes, des grands auteurs, mais tout ça, c'est pour m'aider à mieux comprendre ce que je vis. Philosopher, c'est essayer de mettre en mots ce que les hommes vivent. C'est essayer de rendre hommage à leurs éprouvés. Et la philosophie ne donne pas de recettes, mais je crois qu'elle peut aider à vivre. Vous savez, on se souvient tous peut-être du fameux mot d'Albert Camus lors de son discours de réception du prix Nobel, où il avait dit mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Eh bien, si je renverse la formule, je vais dire que bien nommer les choses, c'est ajouter au bonheur du monde. Et la philosophie, pour moi, c'est ça, c'est essayer de mieux nommer les choses. En 2018, vous avez écrit ou coécrit un ouvrage qui s'intitule Ode à la fatigue. Alors là, pour le coup, c'est tout à fait étonnant, et on peut s'en étonner, sous la plume d'un philosophe. On aurait plutôt vu cela du côté d'un biologiste, par exemple, ou bien d'un médecin. Pourquoi? Pourquoi cet ouvrage? Alors, cet ouvrage,
Euh, j'ai eu envie d'écrire sur la fatigue parce que mes étudiants, vous le disiez tout à l'heure, Thierry, sont des soignants, médecins ou pas médecins, qui sont fatigués depuis très longtemps, mais peut-être plus encore depuis le début de cette crise sanitaire. Et justement, étant donné que je les entendais se plaindre de fatigue, je me suis dit qu'il fallait que je prenne ce sujet à plein bras. Il y a aussi que je connais moi-même la fatigue, vous savez. André Comte-Sponville a une très belle définition de la philosophie. Philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Et si philosopher, c'est penser sa vie, alors ça veut dire qu'il faut que moi, qui ne suis plus un perdreau de l'année, un poulet de l'année, même si je ne suis pas encore un vieillard Kachoshim, eh bien, je m'occupe de cette fatigue qui me vient. Vieillir, c'est souvent connaître des fatigues dont on ne se remet plus aussi facilement que quand on était enfant. Eh bien, si philosophie, c'est mettre en mots ce que les hommes vivent, rendre hommage à ce qu'ils éprouvent, eh bien, il fallait qu'un jour j'écrive sur la fatigue. Alors arrivons-en sur ce mot-là, le mot fatigue. C'est un mot arc-en-ciel, c'est un mot qui a plusieurs couleurs, plusieurs définitions. En tous les cas, la façon dont nous pouvons ressentir différentes fatigues. D'accord avec moi ou pas? Bien évidemment, très simplement, on peut dire qu'il y a de bonnes et de mauvaises fatigues. J'espère que ce que je vais dire de la différence entre les bonnes et les mauvaises fatigues va être plus intéressant que ce que, d'après les inconnus, les chasseurs du Bouchonnois disent de la différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce sketch absolument génial où en fait on n'arrive jamais à savoir la différence qu'il y a entre le bon chasseur et le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un type qui voit quelque chose, il tire. C'est le mauvais chasseur, quoi. Et le bon chasseur, c'est un type qui voit quelque chose. Bon, il tire, mais c'est le bon chasseur. Enfin, voilà, il y a le viandard et le non-viandard. Bref, on n'arrive jamais à savoir la différence qu'il y a entre le bon chasseur et le mauvais chasseur quand on écoute ces génies qui étaient les inconnus. Il y a une différence entre la bonne et la mauvaise fatigue. Prenons des exemples tout simples. La bonne fatigue, c'est la fatigue du sportif vainqueur. C'est la fatigue des amoureux qui se sont aimés toute la nuit, qui ont cueilli dans les bras de l'un de l'autre des doux fruits d'amour pendant toute la nuit. C'est la fatigue du travailleur, par exemple du chef d'entreprise, qui aime son travail et qui a l'impression à la fin de la journée de l'avoir bien fait. Alors, ces trois personnages sont fatigués puisqu'ils ont donné beaucoup de force, l'un dans le jeu, l'autre dans l'amour et le troisième dans le travail. Mais la joie de la victoire pour le premier, la joie de l'amour partagé pour le deuxième, le plaisir moral du travail bien fait, et bien fait que ces trois personnages vont dormir du sommeil du juste. Ils n'auront pas besoin de dormir longtemps pour récupérer les forces qu'ils avaient perdues dans le jeu, dans l'amour, dans le travail. Et je dirais que la bonne fatigue, c'est une fatigue du corps, mais pas de l'âme. Comme le suggérait Michel tout à l'heure, les fatigues physiques, eh bien, les fatigues qu'on se choisit, lorsqu'on décide, alors personne ne nous y oblige, de faire un marathon, de faire un grand tour de vélo, sont des fatigues qui sont solubles dans le repos parce qu'on va dormir du sommeil du juste. Et le sommeil du juste est un sommeil qui n'a pas besoin d'être très réparateur pour nous permettre de retrouver nos forces. Mais les mauvaises fatigues, eh bien, fatigue du sportif vaincu, fatigue de celui qui n'est pas aimé, fatigue du travailleur ou du chef d'entreprise qui a l'impression à la fin de la journée d'avoir mal fait son travail, que les choses lui échappent. Eh bien ça, c'est une mauvaise fatigue parce qu'elle est une fatigue à la fois du corps et de l'âme. Et quand la fatigue est à la fois du corps et de l'âme, eh bien, elle engendre une lassitude. Et le problème de la lassitude, c'est qu'elle n'est pas soluble dans le repos parce que le sportif vaincu, l'amoureux qui n'est pas aimé, le chef d'entreprise qui, à la fin de la journée, a l'impression du travail mal fait, eh bien, vont dormir du sommeil de l'injuste. J'ai bâti cette formule par symétrie, sommeil du juste, sommeil de l'injuste. Et le sommeil de l'injuste est un sommeil qui n'est pas réparateur, puisque on va y connaître des moments d'insomnie. Ce que Baudelaire appelle ces vagues terreurs de nos affreuses nuits qui compriment notre cœur comme un papier qu'on froisse. C'est joli ça, hein, ces vagues terreurs de nos affreuses nuits qui compriment notre cœur comme un papier qu'on froisse. On va au repos comme à un refuge et malheureusement on a des moments d'insomnie où on exagère d'ailleurs la gravité des situations dans lesquelles on est pris. Quand on est insomniaque, on cherche une place fraîche sur l'oreiller et elle ne le reste jamais très longtemps. On compte les moutons, on n'arrive pas à s'endormir et on se réveille encore plus fatigué qu'on ne s'était couché. Voilà, première approche, la différence entre les bonnes et les mauvaises fatigues. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'en ce moment, depuis le début de la crise sanitaire, j'ai l'impression que nos fatigues sont beaucoup plus mauvaises que bonnes.
Alors, j'imagine quand même que ces nuits intranquilles, petit à petit, on peut les réparer. Je veux dire, après un moment où on n'a pas été bon, le lendemain, une nouvelle journée est là. Et cette nouvelle journée nous pousse quand même à faire mieux que la veille. Ah, mais bien sûr, mais bien sûr. Le problème, c'est que depuis le début de cette crise sanitaire, la métaphore est utilisée par beaucoup, on a l'impression d'être dans un tunnel et on a aussi l'impression que les lumières qui s'allument successivement au bout du tunnel, à peine se sont-elles allumées que déjà elles s'éteignent. Souvenez-vous que pendant le premier confinement, on attendait le 11 mai comme justement la lumière au bout du tunnel et on allait retrouver la vie d'avant, on allait festoyer, on allait être libre de nos mouvements. Et malheureusement, il y a eu ce qu'on espérait être un second confinement, mais en fait, ça n'a été que le deuxième confinement. Quand c'est second, c'est qu'il n'y en a pas de troisième. Quand c'est deuxième, c'est qu'il peut y en avoir un troisième. Là, en ce moment, on a la vaccination comme lumière au bout du tunnel. Mais enfin, on a l'impression que cette lumière s'éloigne, à peine s'est-elle approchée, cette lumière vacille beaucoup. Hannah Arendt, la philosophe, disait que euh, on ne peut bien vivre dans le présent que si on espère en l'avenir. Vous voyez, aussi difficile qu'il puisse être, un présent est quelque chose qui n'est pas invivable aux hommes s'ils ressentent l'avenir comme prometteur. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les promesses que l'avenir nous fait, eh bien, il ne les tient pas. Dans cet océan d'incertitude qui est par définition l'avenir. Par définition, l'avenir est quand même incertain. Bon, dans cet océan d'incertitude qu'est l'avenir, nous avons besoin de ce que j'appellerais des îlots de sécurité. Et les îlots de sécurité, c'est des rendez-vous, des projets. Progressivement, on a l'impression que ces îlots disparaissent. Voilà pourquoi on vit en effet une période très difficile où nos fatigues sont morales plutôt que physiques. Et si une fatigue physique, surtout quand elle est choisie, hein, quand je décide de courir, quand je décide de nager, si une fatigue physique est facilement soluble dans le repos, il n'en est pas de tel pour une fatigue morale. Voilà pourquoi on est tous un peu, en effet, crevés, cassés, rétamés en ce moment. N'y a-t-il pas une différence peut-être de statut entre l'entrepreneur, le chef d'entreprise, et d'autre part le collaborateur? Le chef d'entreprise a un destin sur lequel il a la main. Il a au moins cette liberté-là. Ce que le collaborateur, lui, a choisi autrement, c'est une vie différente, moins de risques, mais également moins de liberté. On est dans un projet entrepreneurial, une entreprise, homme, femme, qui travaille à la réalisation de ce projet. Mais ce projet est expliqué, entraîné par le chef d'entreprise. C'est lui qui a la main. Cette liberté-là sur un destin, alors que le destin soit, mon Dieu, plus ou moins prévisible, est-ce que ce n'est pas ça la grande différence, finalement? C'est une grande différence et je crois que ça explique que même s'il travaille beaucoup, même s'il travaille objectivement beaucoup plus que les autres, eh bien la plupart des chefs d'entreprise sont moins fatigués que les autres ou alors ont plus souvent de bonnes fatigues que de mauvaises fatigues. Oui, vous savez, différence entre la bonne fatigue et la mauvaise fatigue, ça peut être aussi la différence entre une fatigue qu'on se choisit et une fatigue qu'on nous impose. Même différence entre une solitude choisie et provisoire, mais c'est une merveille. Enfin seul, je peux faire ce que je veux. Mais une solitude, en revanche, imposée et durable. C'est terrible. Hein. Eh bien, de même qu'une solitude choisie peut être source de bonheur, alors qu'une solitude imposée est souvent source de malheur, de même, une fatigue qu'on se choisit, et c'est le cas des chefs d'entreprise très souvent, a beaucoup plus de chances d'être heureuse qu'une fatigue qu'on vous impose. Si je vous suis bien, ce qui serait intéressant, en tous les cas, pour reprendre un peu la main, c'est de reprendre la main avec un poil de liberté, un zeste de liberté. Chaque fois que le chef d'entreprise peut, même dans un contexte compliqué, difficile, avoir la main sur la destinée de son entreprise et sur la sienne, il se trouve plus enthousiaste et peut-être un tout petit peu moins fatigué ou pouvant porter plus de fatigue que n'importe lequel de ses collaborateurs.
Mais j'en suis sûr, je ne connais pas exactement ce milieu, mais Thierry, nous en avons déjà parlé, vous nous l'avez déjà un peu expliqué. Je suis sûr que vous avez raison. Vous parliez d'enthousiasme. L'enthousiasme fait oublier aux plus fatigués des hommes la fatigue qui est la sienne. L'enthousiasme est une espèce de pressentiment d'une joie, si vous voulez. Alors, l'enthousiaste, étymologiquement, c'est celui qui reçoit un Dieu en lui. Dans enthousiaste, j'aime bien l'étymologie, elle est souvent très éclairante. Je me souviens de la joie récente que j'ai eue quand j'ai compris pourquoi on appelait les biscottes des biscottes. Bon, rassurez-vous, j'ai d'autres joies dans ma vie, hein. Mais oui, une biscotte est une biscotte parce que dans biscotte, même Johnny Hallyday aurait été capable de comprendre qu'il y a B et il y a Scott. Oh, mais peut-être aurait-il fallu expliquer à notre Johnny national que bi, ça veut dire deux, ça peut-être l'aurait-il deviné, oui, bigame, bisexuel, bifidus, là je ne sais pas si ça marche. Mais il aurait fallu lui expliquer que scotare veut dire cuire. Bah oui, la biscotte, c'est un pain cuit deux fois. L'étymologie a quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'est qu'être enthousiasmé? C'est avoir un théos, un Dieu, n en soi. L'enthousiaste, c'est celui qui se sent habité par un Dieu. Et alors, être visité par un Dieu, en effet, donne une énergie, une puissance de joie qui fait oublier toute fatigue. Je dirais que la joie, c'est le contraire de l'angoisse, que rien n'est plus défatigant qu'une joie et rien n'est plus fatigant qu'une angoisse. Pourquoi? Bah parce que l'angoisse, ça vient de angustia, qui veut dire resserrer, étrangler. Angustia vient de angere, A-N-G-E-R-E, qui veut dire serrer, resserrer. Angere a donné angoisse, comme je viens de le dire, mais ça a donné aussi angine. L'angine, qu'elle soit de la gorge ou de la poitrine, c'est un resserrement. Eh bien, l'angoisse, c'est un resserrement, l'impression d'une oppression, alors que la joie, au contraire, c'est une dilatation, une ouverture, vous voyez. Voilà pourquoi Baudelaire est le plus grand poète de l'angoisse, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Alors là, en effet, c'est celui qui maîtrise plus sa vie, qui a l'impression, en effet, qu'elle lui échappe. Cette angoisse est terrible et elle est oppressive et elle crée des fatigues. En revanche, la Fontaine est le plus grand poète de la joie parce qu'il dit à ces mots, le corbeau ne sent pas de joie, il ouvre un large bec. Hein. Quand on est joyeux, on est dilaté. L'angoisse, c'est la rétractation de l'âme et du corps. La joie, c'est la dilatation de l'âme et du corps. Et alors, en effet, quand on sent cette dilatation en soi, et l'enthousiaste la connaît, ben, on oublie complètement sa fatigue. Alors, je sais bien que j'ai sucré un verre hein, dans la fable de La Fontaine. J'ai dit, à ces mots, le corbeau ne sent pas de joie, il ouvre un large bec. Alors qu'en fait, c'est à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Et je sais bien que s'il ouvre son large bec, c'est parce que le renard lui a demandé de chanter. Ainsi, votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne sent pas de joie, etc. Mais je suis sûr que même s'il n'y avait pas eu de fromage, même s'il n'y avait pas eu de libido camemberti, c'est-à-dire de désir du camembert, chez le renard, je suis sûr qu'un être qui ne se sent pas de joie est un être qui ouvre un large bec. En effet, la joie, par exemple, c'est la jouissance amoureuse. Quand on est joyeux, on a les yeux écarquillés. Rappelez-vous la joie présidentielle qui nous fut montrée un jour de juillet 1998. La France est en finale de la Coupe de football, comme disait mon grand-père, et voilà que on est contre le Brésil. Alors on a peur parce que, bon, comme disait Coluche depuis longtemps, le foot c'est un sport qui se joue à 11 et la France perd toujours à la fin. Bon, mais petit miracle, Zidane, un but de la tête, 2-0. Mais on a très peur, parce qu'il reste encore 20 minutes. On a peur que le Brésil se réveille et que, comme d'habitude, on perde à la fin. Et je crois qu'un certain Emmanuel Petit, n'est-ce pas, marque un but 20 minutes avant la fin. À ces mots, le Chirac ne se sent pas de joie. Il ouvre non pas un large bec, mais de larges bras. Et en effet, un chef d'entreprise enthousiaste sent en lui quelque chose se dilater qui fait que même s'il n'a plus beaucoup de force en lui, ses forces sont dilatées par la perspective de la joie. Rien n'est plus défatigant qu'une joie, rien n'est plus fatigant qu'une angoisse. Et c'est vrai que quand on ne maîtrise pas sa vie, on est angoissé, quand on la maîtrise, on est joyeux.
Je résume le premier chemin de notre entretien. Liberté, enthousiasme, joie, c'est une première piste éventuellement, en tous les cas, pour échapper à la fatigue. Éric, avez-vous un animal domestique? Ah oui, un chat. Bon. Oui. Est-ce que la fatigue chez l'animal, alors explorons votre animal domestique, est-ce que la fatigue est différente que celle que nous pouvons éprouver? Je le crois. Mon chat s'appelle Moki. C'est notre fille qui l'a surnommé ainsi. Je l'appelle parfois le chat Moki ou l'admirable chat Moki. Et en effet, lorsque ma fille, qui malheureusement n'habite plus à la maison, elle est grande, cette petite, comme on dit en Corrèze, me demande des nouvelles de Moki. Qu'a-t-il fait aujourd'hui? Je lui dis rien. Il n'a rien foutu de la journée. Et c'est vrai qu'ils dorment tout le temps. Je crois en effet que même si aujourd'hui il y a un courant animaliste qui nous invite à ne pas séparer les humains des animaux selon un cadastre trop bien découpé, je crois quand même qu'il demeure une grande différence entre les animaux et les hommes, si l'on ose dire, si vous voulez. C'est qu'une fois ses besoins primaires satisfaits, eh bien, généralement, l'animal s'endort. Une fois ses besoins primaires satisfaits, l'homme, bien loin de s'endormir, veille encore. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il veut connaître le monde et qu'il veut maîtriser sa vie. Je dirais que ce qui distingue les hommes des animaux, si vous voulez, c'est que nous sommes les seuls êtres vivants à savoir que nous aurions pu ne pas exister et que nous n'existerons plus. Alors, le fait d'être contingent est mortel, hein, et contingent un être qui existe mais qui aurait pu ne pas exister, est mortel un être qui existe mais qui n'existera plus. C'est le cas de tous les vivants, aussi bien des plantes que des animaux que des hommes. Cette rose aurait pu ne pas être, et elle n'aurait pas été si la graine qui en fut l'origine avait été mangée par l'oiseau. Elle ne sera plus lorsqu'elle sera fanée, pourrie. Il en va de même de l'animal. Ce phacochère aurait pu ne pas être, et il n'aurait pas été si son père et sa mère phacochère n'avaient point copulé. Bon, le spectacle me paraît une horreur, vu la tronche de ces animaux, mais enfin, il a bien fallu qu'il existât pour que le phacochère fût là. Et il n'existera plus quand il sera mort. Nous aussi, nous sommes contingents et mortels. Si votre père n'avait pas rencontré votre mère, Thierry, vous ne seriez pas là. C'est pas parce qu'ils se sont rencontrés que c'est gagné. Si la conversation n'avait pas pris le tour un peu charmant qu'elle a pris, peut-être qu'ils ne se seraient jamais vus. Vous n'auriez pas été là, quel dommage. Ça y est, ils se sont revus. Attendez, c'est pas gagné, hein. Si 9 mois avant votre naissance, rien ne s'était passé, vous n'auriez pas été là, quel dommage. Et c'est pas parce qu'il se passe quelque chose que c'est gagné, comme le montre Woody Allen dans un film génial qui s'appelle Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Eh bien, si après la jouissance paternelle, dans la course des spermatozoïdes à l'ovule, ça n'avait pas été ce spermatozoïde-là qui serait arrivé en premier, ben vous n'auriez pas été. Quel dommage. Donc vous auriez pu ne pas être, et puis vous ne serez plus, parce que malheureusement, il faut que je vous rappelle que tout homme est mortel et chacun l'est pour soi. Bon. Mais ce qui différencie l'homme du phacochère et de la rose, c'est que nous le savons. Nous savons que nous aurions pu ne pas être, et nous savons que nous ne serons plus. Et voilà pourquoi je dirais que toute notre vie, nous oscillons entre des moments où nous vivons la joie d'exister et des moments où nous vivons l'angoisse d'exister. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, de temps en temps, je me dis, j'aurais pu ne pas être, je suis, mais quelle chance, la vie est une merveille, une joie sans pareil. Je ne serai plus car un jour je vais mourir, mais je suis encore. Quelle chance, la vie est un cadeau, la vie est une joie. C'est la vie cadeau. Mais il nous arrive parfois au contraire de nous dire que la vie est un fardeau. J'aurais pu ne pas être, je suis. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Gainsbourg a fait chanter à Birkin ses vers géniaux. Alors Gainsbourg disait, je ne suis pas un poète, moi j'écris des petites chansons, merde. La chanson est un art mineur. Mais Gainsbourg, là, me paraît poète lorsqu'il fait chanter à Birkin, dans le dernier disque qu'il a composé pour elle après leur séparation, ces vers sublimes. Avec cette difficulté d'être, on se dit que peut-être il aurait fallu ne jamais naître. Avec cette difficulté d'être, on se dit que peut-être il aurait fallu ne jamais naître. Et puis on se dit parfois, quand on pense à la mort, avec cette difficulté d'être, il vaudrait mieux déjà ne plus être. C'est ce que j'appelle l'existence fardeau. Et toute notre vie, on oscille entre l'idée que l'existence est un cadeau
que l'existence est un fardeau, vous voyez. Et alors justement, parce que l'homme sait qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus, tout homme est à la recherche d'une justification au fait qu'il soit venu au monde. Nous sommes tous à la recherche d'une légitimation du fait que nous soyons et que nous soyons comme nous sommes. Et voilà pourquoi nous nous fatiguons. Je dirais qu'à l'origine de beaucoup de nos actions, en effet, mes besoins primaires sont satisfaits. Je pourrais roupiller comme le chat Moki. Mais non, je ne m'endors pas parce que je suis à la recherche d'une légitimation au fait que je sois et que je sois comme je suis. Et je crois qu'on ne peut pas s'auto-légitimer. Si nous entreprenons des choses, si nous cherchons à être aimés, si nous cherchons à être reconnus, eh bien, c'est justement parce que nous voulons recueillir des autres quelque chose comme une approbation, vous voyez. Et voilà pourquoi, alors que le chat roupille depuis longtemps, bah nous ne roupillons pas. Nous sommes en quête permanente de reconnaissance, ce serait ça l'idée. Reconnaissance, c'est-à-dire que je ne peux avoir cette conscience d'être que si l'autre valide ce que je suis. Ce serait ça? Exactement, exactement. Voilà pourquoi là, nous avons besoin d'amour. Hein. Je regardais tout à l'heure dans mon jardin un nuage d'oiseaux. J'adore regarder ces oiseaux. Et parfois, le nuage se sépare en deux. Et puis ensuite, les deux nuages se croisent, puis se rassemblent à l'horizon. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on dirait que chaque oiseau trouve sa place dans le nuage sans avoir besoin de la chercher. Il vient au monde avec le mode d'emploi du monde. Son instinct fait qu'il trouve sa place dans le monde sans avoir besoin de la chercher. Mais nous autres hommes qui sommes pauvres en instinct, eh bien en effet, nous devons faire notre place dans le monde. Hein. C'est ce besoin de reconnaissance que vous disiez. Et en effet, je dirais que si nous avons tant besoin d'amour au fond, hein, c'est parce que rien ne légitime plus le fait que nous soyons venus au monde alors que nous aurions pu n'y point venir et qu'un jour nous le quitterons, rien ne légitime plus notre place dans le monde que l'amour. C'est ce que Jean Gabin avait très bien dit à la fin de sa vie, grâce à Jean-Loup Dabadi. Vous vous souvenez de cette chanson qu'il avait, bon, la chanson Je sais. Gabin, dans sa jeunesse, était à la fois danseur et chanteur. Puis après, il a arrêté de danser et de chanter pour être le comédien qu'on sait. Mais quelques mois avant sa mort, il retourne dans les studios pour enregistrer la fameuse chanson Je sais. Quand j'étais gosse, comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Puis quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit ça y est, maintenant je sais. L'amour, les parfums et les roses. Tiens oui, l'amour, j'en avais fait tout le tour. Heureusement, au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Et comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Et voilà la fin de la chanson. Il y a 60 coups qui viennent de sonner à l'horloge. Je regarde par ma fenêtre et je m'interroge. Je sais qu'on ne sait jamais. Alors ça fait plaisir aux philosophes parce que vous savez que le premier philosophe, Socrate, disait « Je sais que je ne sais rien. Je sais qu'on ne sait jamais. » Si, la seule chose que je sache, c'est que le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire. Il fait très beau. Et à ce moment-là, Gabin, avec la voix abîmée à la fois par l'âge et les cigarettes, parce que le père Gabin fumait 5 paquets de clopes à la fin de sa vie, eh bien, Gabin essaie de monter dans l'aigu, il a un peu de mal, et après qu'il a dit « le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau », Gabin ajoute « c'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie, on oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. » Bon, je trouve ça très beau. Et en effet, rien ne légitime plus notre être et notre manière d'être que l'amour, parce que l'amour, c'est la célébration d'un être et de sa manière d'être. Hein. Je t'aime, disait Spinoza, veut dire je suis joyeux à l'idée que tu existes. Hein. Le simple fait que tu sois, et que tu sois comme tu es, crée ma joie, ma jubilation. L'amour, c'est la bénédiction d'une existence. Bénir, ça veut dire que c'est bien. Benedictus, hein. Béné, c'est bien. Dictus, c'est dire je t'aime. Ça veut dire je suis joyeux à l'idée que tu sois. Je bénis le fait que tu sois. Je célèbre ton être et ta manière d'être. Eh bien, je dirais que tous les succès qu'on peut avoir, tout l'argent qu'on peut accumuler, ne remplace pas ce matin de tendresse.
Merci beaucoup pour ce développement. Vous avez voulu aussi, Eric, que l'on projette ce tableau de Rembrandt. Je parle, je continue à parler parce que quand vous parlerez, l'image disparaîtra. Donc, dans ce tableau, regardons bien. On a d'abord, c'est un tableau sur fond sombre, ça c'est important, de telle sorte que on a la carnation des personnages qui est fortement mise en lumière et que l'on voit essentiellement dans ce tableau deux visages. Un premier visage, c'est celui d'une personne plutôt âgée, en tous les cas, on la devine ainsi, longue barbe, moustache, les yeux en tous les cas renfoncés, et mon Dieu, on ne dirait pas qu'il est tellement joyeux. Et puis derrière, la jeunesse. Un jeune homme qui vient manifestement murmurer quelque chose à l'oreille de ce personnage. Et ce personnage, semble-t-il, était en train d'écrire, ou en tous les cas devant lui, un certain nombre de papiers. Voilà donc le décor. Attention, vous allez parler et l'image va disparaître. Mais pourquoi évoquer ce tableau dont je n'ai toujours pas donné le titre? Parce que ce tableau s'appelle Saint Matthieu et l'ange, et que le vieux personnage qui est au premier plan dont vous venez de parler, eh bien c'est le vieux Saint Matthieu, et que le jeune personnage qui est au second plan dont vous venez de parler, c'est un ange. Alors pourquoi avoir choisi ce tableau? Eh bien parce que vous avez d'un côté le visage fatigué, épuisé du vieux Saint Matthieu, de l'autre côté le visage en pleine forme, infatigable, toujours jeune de l'ange. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ce tableau? C'est que la lumière se trouve plus sur le visage du vieil homme, fatigué, que sur le visage de l'ange infatigable. Et il y a là quelque chose d'étonnant. Rembrandt a pris une décision étonnante parce que normalement, qu'est-ce qu'un ange? C'est un porteur de lumière. L'ange est celui qui a pour fonction de porter la lumière divine jusqu'aux hommes qui vivent dans l'obscurité. Hein. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être que le plus beau des anges s'appelait Lucifer. Avant que de devenir Satan, le prince des ténèbres, le plus beau des anges s'appelait Lucifer. Et Lucifer, encore un peu d'étymologie, ça veut dire le porteur de lumière, puisque dans Lucifer, il y a Lucie et affaire. Mais il faut expliquer à Johnny, que j'aimais beaucoup par ailleurs, hein, je ne me moque pas, que Lucie, ça vient de lux lucis, qui veut dire la lumière, les lucioles. Et Féro, ça veut dire porter. Donc Lucifer, c'est le porteur de lumière. Et tous les anges pourraient ou devraient s'appeler Lucifer. Donc la lumière devrait être sur le visage de l'ange infatigable et pas sur le visage du vieil homme fatigué. Or non, on voit une étrange lumière cuivrée sur le visage du vieux Saint Matthieu. Et Je reprends simplement la parole juste pour montrer ce que vous venez de dire. Effectivement, l'éclat de lumière sur le front du vieillard est beaucoup plus fort que sur le visage de l'ange. Voilà, c'était juste pour valider. Nous vous écoutons. merci de l'avoir remontré, cette image, elle est tellement belle. Merci Thierry. Et ce que je veux dire, c'est que à la fin de nos vies, à la fin de notre vie, peut-être que nous ressemblerons à ce vieux Saint Matthieu. Enfin, il est très probable que nous ressemblerons plus au vieil homme que fatigué qu'à l'ange infatigable. Mais pourquoi il a cette étrange lumière cuivrée? Eh bien, c'est parce que il s'est fatigué pour les autres. Je trouve qu'il est une fatigue dont il faut faire l'éloge. C'est la fatigue pour les autres. Alors, je comprends que parfois on soit fatigué par les autres. Hein. Ceux que un peu facilement on appelle les cons, alors qu'on a tous sa dimension de connerie, n'est-ce pas? C'est le général de Gaulle qui a une formule d'un de ses ministres qui dirait qu'il faudrait supprimer les cons, avait dit vaste programme. Bon, eh bien, les autres sont fatigants sans doute. Nous sommes fatigués par les autres, mais je trouve que à la fin de notre vie, ce qui fera que ça valait le coup d'être venu, c'est peut-être non pas les moments où nous avons été fatigués par les autres, les moments où nous sommes fatigués
pour les autres. Peut-être que nos rides, nos poches, eh bien, nous donneront une certaine beauté en fin de vie du fait qu'on a essayé d'alléger le fardeau d'exister des autres. Déjà, quand on a des enfants, ben, on se fatigue pour quelqu'un et on ne calcule pas cette fatigue. Donc, moi, je pense que fuir toute fatigue, s'économiser, s'épargner, se réserver, être toujours dans le calcul de ce que l'on donne et ce que l'on obtient, c'est passer à côté de sa vie. Quand on aime vraiment la vie, on prend le risque de la fatigue. Hein. S'économiser, s'épargner, se réserver, c'est pas du tout un remède à la fatigue, c'est un symptôme de la fatigue. Parce qu'il faut vraiment ne pas aimer la vie pour se réserver, s'économiser, s'épargner. Et il me semble justement, autant que je puisse les connaître, que les chefs d'entreprise ne sont pas des gens qui s'épargnent, qui s'économisent, qui se réservent. Quand on aime la vie, on prend le risque de la fatigue. Et finalement, on finit par avoir sur le visage une belle lumière, beaucoup plus belle que quand on ne prend pas le risque de la fatigue. Cette image, c'est aussi une façon de dire que vieillir, c'est pas forcément devenir de plus en plus moche, vous voyez. Je pense que si Saint Matthieu avait fait un lifting, comme toute notre époque voudrait qu'on fasse, pour justement qu'on cache les signes de la fatigue, peut-être qu'il aurait gagné quelques années. Mais je suis sûr que cette belle lumière cuivrée qu'il a à son visage aurait disparu. Vous savez, il y a des êtres qui, en vieillissant, deviennent plus beaux. J'ai l'impression que la bonté de Georges Brassens se voyait plus sur son visage à la fin de sa vie qu'au début, que la beauté intérieure de Suzanne Flon se voyait plus à la fin de sa vie qu'au début. Je pense que si, pardon, on en parlera peut-être avec les autres qui ne sont pas d'accord, je pense que si Audrey Hepburn est restée belle jusqu'au bout, c'est parce qu'elle avait une beauté intérieure qui apparaissait sur son visage. Alors que si Liz Taylor est devenue de plus en plus moche, pardon, c'est une position très contestable, c'est parce que je ne pense pas que l'âme de Liz Taylor était très très belle. Donc on peut dire que toute fatigue est une petite vieillesse et que la vieillesse est une grande fatigue, si vous voulez. Hein. Toute fatigue est une petite vieillesse parce que quand on est fatigué, ben, on a des problèmes comme les vieux, un peu de mal à marcher, un peu de mal à retrouver un nom. Mais quand on est jeune, ça passe. Quand on est vieux, ça passe moins. Eh bien, toute fatigue n'est pas à fuir. Fuir toute fatigue, c'est au fond fuir sa condition humaine. J'invite au fond plutôt que de lutter contre la fatigue, écouter les belles leçons qu'elle a à nous apprendre. C'est un peu, parce qu'on évoquait La Fontaine, la fable du chêne et du roseau. Hein, le roseau plie, mais ne rompt pas. Celui qui voudrait jouer la comédie de l'infatigabilité, moi fatigué jamais, un jour comme le chêne sera déraciné. Celui qui admet que, bah oui, de temps en temps, il est un peu fatigué, qu'il ne lutte pas contre la fatigue, bah, comme le roseau, il va plier, mais ne pas rompre. Et qu'est-ce que c'est qu'être roseau et non pas chêne face à la fatigue? Eh bien, c'est ne pas lutter contre elle, mais écouter les belles leçons qu'elle a à nous apprendre. Et assumer sa fatigue, eh bien, je dirais que ça nous apprend l'humilité. Ça nous apprend qu'on n'est pas des machines ou des anges ou des lutins ou des dieux grecs, c'est-à-dire des êtres infatigables. On n'imagine pas les dieux grecs fatigués. On n'imagine pas Zeus un jour dire voilà, j'ai un petit coup de mou là. Non, non, il est infatigable. Alors que je remarque que le Dieu des Juifs, des chrétiens et des musulmans a peut-être connu la fatigue, puisqu'il y a un jour de repos, hein, le Shabbat. Il y a le vendredi pour les musulmans, le samedi pour les Juifs, le dimanche pour les chrétiens. Bon, ben non, une fatigue assumée. Assumer sa fatigue, c'est assumer sa condition humaine. On n'est pas des machines. Les machines s'usent, mais ne se fatiguent pas. On n'est pas des anges. Là encore, j'imagine pas un ange fatigué. J'imagine pas que quand Dieu a dit à l'archange Gabriel va annoncer la bonne nouvelle à la Vierge Marie, l'archange Gabriel serait dit oh là là, encore j'en ai marre du turbin, le grand barbu commence à me les briser menus, comme on dit chez Michel Audiard. Non, les anges sont infatigables, toujours légers. Bon, les lutins sont tellement en forme qu'ils peuvent changer de forme, vous voyez. Eh ben non, assumer sa fatigue, c'est assumer son humanité, c'est une leçon d'humilité et ça ne peut pas faire de mal. Assumer sa fatigue, ça nous apprend aussi le vrai repos, parce que si on était toujours frais et dispo, si on était toujours en pleine forme, on n'aurait pas le plaisir de l'édredon, le plaisir de l'oreiller, le plaisir du bon bain, voyez. Assumer sa fatigue, c'est aussi ce qui nous apprend la rêverie.
Parce qu'en effet, quand on ne lutte pas contre la fatigue, mais qu'on n'est pas encore endormi, on est dans un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. Et le rêveur a un rapport plus doux au monde, plus doux à lui, plus doux aux autres. Voilà pourquoi je trouve qu'il faut assumer la fatigue et ne pas toujours en faire une ennemie, et que même dans ces temps difficiles que nous vivons en ce moment, eh bien, on a encore la possibilité de ne pas vouloir à tout prix maîtriser le monde, hein. Il faut de temps en temps un peu lâcher prise. La rêverie, c'est une autre présence au monde, hein. De temps en temps, lâcher un peu prise, c'est un abandon qui prépare une autre présence au monde, hein. Voilà peut-être ce que l'on voit sur le visage du vieux Saint Matthieu. Euh, je retiens donc être fatigué par les autres, être fatigué pour les autres. Il y a des fatigues généreuses. Arrivons-en, si vous le voulez bien, à cette sorte de nouvelle fatigue usure que tout le monde ressent. Euh, on l'a pas ressenti tout de suite. On s'est d'abord réjoui du premier confinement. En tous les cas, c'était étonnant. C'était quelque chose de tout à fait nouveau. Personne ne l'avait vécu comme cela. Et puis, petit à petit, s'est installé quand même, non pas une inquiétude, mais quelque chose d'assez, je dirais, de presque sale. On s'endort avec elle et on se réveille avec cette même fatigue-là. On a beau faire beaucoup de sport, elle ne disparaît pas. On a beau dormir encore, elle ne disparaît pas non plus. C'est quoi comme fatigue ça? Auriez-vous une hypothèse à nous livrer? Parce que dès lors que si jamais on pouvait avoir une hypothèse, la question suivante sera, quel antidote? Voyons d'abord la nature. La nature, je crois que nous l'avons déjà dit tout à l'heure, de cette fatigue contemporaine, c'est en effet une lassitude qui vient de l'impression que ces îlots de sécurité dont nous avons besoin dans l'avenir pour supporter le présent nous sont enlevés. Je reviens à cette métaphore. Oui, nous sommes dans un tunnel, hein, et nous ne pouvons y bien vivre que s'il y a des lumières au bout du tunnel, mais malheureusement, les lumières s'éteignent à peine se sont-elles allumées. Est-ce que vous souvenez, j'ai l'impression que ce qu'on vit ressemble à ce que Jean Valjean a vécu à un moment des Misérables dont peut-être vous allez vous souvenir. Vous souvenez qu'à un moment, Valjean descend dans les égouts de Paris. Vous évoquez une fatigue sale, hein. La métaphore est bienvenue, celle des égouts. Valjean descend dans les égouts de Paris avec Marius endormi, enfin, et alors il le porte sur ses épaules, et il est fatigué, bon, mais vient le moment où Valjean aperçoit à l'extrémité du souterrain, là-bas devant lui, loin, très loin, la lumière bonne et blanche du jour. Et à ce moment-là, Victor Hugo écrit « Une âme damnée qui du milieu de la fournaise apercevrait tout à coup la sortie, éprouverait ce qu'éprouva Jean Valjean. Elle volerait éperdument avec le moignon de ses ailes brûlées vers la porte radieuse. Jean Valjean ne sentit plus la fatigue, il ne sentit plus le poids de Marius, il retrouva ses jarrets d'acier. Il courut plus qu'il ne marcha. Alors vous vous souvenez qu'il court vers la lumière. Malheureusement, vous vous souvenez qu'arrivé à la sortie, il constata que l'arche était fermée d'une forte grille, et cette grille, il n'arrive pas à la soulever. C'était bien la sortie, mais on ne pouvait pas sortir. Eh bien, voilà la nature de la fatigue que nous avons en ce moment. Toute chose égale par ailleurs, parce que c'est quand même pas l'enfer, mais c'est quand même quelque chose d'un peu sale, comme vous le disiez. Toute chose égale par ailleurs, on vit un peu ce que vit Jean Valjean. Autre métaphore poétique, hein, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, c'est du Baudelaire, hein, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Bon, ben, on vit ça un peu, mais dès qu'une éclaircie se profile à l'horizon, la douleur se fait plus tranquille. Or, ce qui nous rend aujourd'hui très las, très épuisés, c'est la non-maîtrise. Je répète, une fatigue qu'on s'est choisie et qu'on maîtrise, celle-là, eh bien, peut être heureuse, en tout cas trouve son remède dans le repos. Une fatigue qu'on nous impose et qu'on ne maîtrise pas,
est mauvaise et ne trouve pas son remède dans le repos. Mais surtout, je crois que ce que nous vivons, c'est l'impression que les lumières qui sont au bout du tunnel s'éteignent à peine se sont allumées. Eh bien, cela, surtout pour un chef d'entreprise qui a l'habitude d'une maîtrise, hein, eh bien, c'est peut-être encore plus douloureux que pour quelqu'un qui a moins cette habitude. Y aurait-il pas également, alors parce qu'on porte des masques, on a des gestes alors de distanciation sociale, je préférerais personnellement dire gestes de courtoisie ou bien gestes de distanciation physique et non sociale. Mais quand on dit social, ça veut donc dire que le regard de l'autre qui vient me caractériser, qui vient valider un certain nombre de choses que je fais ou que je suis, ce regard-là, il vient à me manquer du coup. Est-ce que de là aussi, de ce manque-là, il n'y aurait-il pas une source de fatigue? Fatigue nouvelle, fatigue de l'âme, que sais-je? Oh mon Dieu, comme vous avez raison. Euh, le sourire qu'un inconnu vous adresse, le sourire de gratitude que un enfant ou un petit enfant, que votre fils ou votre petit-fils vous adresse quand simplement il vous voit, eh bien, à quelque chose d'extraordinairement défatigant. Nous sommes en manque du sourire des autres. Il y a certains personnages qui arrivent à sourire avec les yeux, si vous voulez. Bon, mais d'autres pas. Et un grand philosophe poète nommé Gaston Bachelard a eu ce mot, je trouve génial: le moi s'éveille par la grâce du toi. Le moi s'éveille par la grâce du toi. Eh bien, nous sommes en manque des autres. Et je veux dire par là que on peut être chez soi, entouré d'une bibliothèque extraordinaire, d'une discothèque merveilleuse, d'une cave avec des bouteilles à l'étiquette prometteuse. Ben, si on est tout seul, c'est comme si on en était privé. Le meilleur pain du monde, si je suis seul à le manger, il perd tout son goût. Un grand philosophe a dit, c'est une formule dont je suis jaloux parce que j'aurais aimé la trouver: le pain appelle le copain. Ce grand philosophe, c'est Jean-Pierre Coff. Bon, je plaisante un peu, mais Jean-Pierre Coff, un jour, avait dit ça: le pain appelle le copain, nom de Dieu, le meilleur pain du monde, si t'es tout seul à le bouffer, mais il n'a pas de goût, nom de Dieu. Et en effet, nous sommes en manque de ces dîners du samedi soir où justement on réjouit ses amis. Donc rien ne remplace. Avec des amis philosophes, un jour, on se demande qu'est-ce que la beauté. Rassurez-vous, on n'a pas toujours des conversations aussi élaborées. Comme disait Gainsbourg, la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Et alors, ça ne veut pas dire que les philosophes sont forcément intelligents, mais enfin, c'est bon de temps en temps de se décontracter. Mais là, la conversation était assez de bon niveau. Et à la question qu'est-ce que la beauté, l'un d'entre nous, au hasard de cette belle réponse: le beau, c'est ce devant quoi je voudrais être deux. C'est-à-dire que le plus beau paysage du monde, si je suis le seul à le voir, c'est comme si j'en étais privé. La plus belle musique du monde, si je ne peux pas la faire écouter aux autres, c'est comme si j'en étais privé. Le pain appelle le copain. Donc, on manque des autres. Et puis, quand on voit les autres, eh bien, on ne les voit pas vraiment. Rien ne remplace la grâce d'un coup de fil. Mais un coup de fil ne remplace pas une vraie présence. Et une vraie présence masquée, où on ne se serre pas la main, où on ne s'embrasse pas, ne remplace pas une véritable présence. Donc, je crois que là, il y a en effet une fatigue de l'âme qui vient du fait que l'âme vit des interactions avec les autres et des interactions physiques avec les autres, et que nous sommes privés pas mal de cela. Merci beaucoup pour ce merveilleux voyage. J'ai une dernière question quand même. Quel serait du coup l'antidote si c'est une fatigue de l'âme, admettons, si c'est une fatigue de l'autre que j'ai moins ou que je n'ai plus, euh, quel antidote? La philosophie n'est pas là pour donner des recettes, mais comme je le disais tout à l'heure, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, eh bien, qu'il pèse comme un couvercle est déjà moins douloureux si on peut quand même le soulever un petit peu. Et moi, j'inviterais chacun d'entre nous à une attention à tous les petits plaisirs des sens
qui nous sont encore possibles. Même quand on est prostré, paralysé, sidéré, épuisé, eh bien, il y a des choses qui peuvent nous redonner le goût de vivre. Les primes verts du jardin, le retour des oiseaux joyeux le matin, la lecture d'une fable de La Fontaine, la lecture d'une fable de La Fontaine, un passage d'un film de Louis de Funès où son génie comique éclate, parce que le rire dilate justement le cœur de l'homme angoissé. Écoutez Yehudi Menuhin jouer à 13 ans du Bach ou Claudio Arrau à 90 ans. Je vous assure que tout cela, en effet, me remobilise, me redonne le goût de vivre. Il y a un très beau texte de George Orwell, écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale, où Orwell dit « On vit des choses terribles en ce moment, mais n'empêche que le printemps est revenu. Et je ne vois pas pourquoi je m'abstiendrais de goûter le printemps du fait que je suis en guerre. » Alors, il a été agonisé d'injures par des Anglais qui lui disaient à l'époque « Mais qu'est-ce que c'est que cette indifférence aux morts ?» Pas du tout, pas du tout. Il disait que justement, la différence entre les Anglais et les nazis, c'est que les nazis ne regardent pas les petites fleurs, hein, alors que les Anglais devraient les regarder. Bah, toutes choses égales par ailleurs, ce qu'on vit n'est quand même pas aussi douloureux. Je pense que les primes verts du jardin, les oiseaux qui se remettent à chanter, une fable de La Fontaine, hein, lorsque je suis un peu fatigué, j'ouvre les fables et je lis « Un lièvre en son gîte songeait, car que faire en un gîte à moins que l'on ne songe ?» Et déjà, j'ai un petit sourire qui me vient aux lèvres, qui déjà me défatigue un peu. Voilà les prescriptions du professeur Fiat. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup, Eric, pour ce long voyage. Nous sommes passés quand même par un premier axe, un premier pôle important qui est la liberté. La liberté avec avoir la main mise sur l'exercice de sa propre liberté. Premier point. Le deuxième point important, c'est la fatigue généreuse, la fatigue pour et non pas être fatigué par. Et la dernière chose, avez-vous dit aussi, c'est se réjouir finalement de ces petites choses qui nous entourent, quelles que soient les circonstances, que celles-ci soient difficiles ou non. Le printemps revient, on peut en profiter, tous ces menus plaisirs peuvent nous réjouir, même si l'autre, finalement, nous manquera encore et toujours. Que pensez-vous, dernier petit point peut-être, que pensez-vous du fou rire? Ah, je disais, rien n'est plus défatigant qu'une joie, mais rien n'est plus défatigant qu'un fou rire. J'ai la chance d'en avoir encore à mon âge, hein. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les avoir tout seul. Là encore, pour qu'il y ait fou rire, il faut qu'il y ait deux conditions. Premièrement, quelqu'un d'autre, et deuxièmement, un interdit de rire. Parce qu'on a les fous rires quand il faudrait ne pas rire. Vous aurez remarqué que c'est toujours quand il faudrait ne pas rire qu'on a les fous rires. Donc un fou rire, ça ne se programme pas. Je suis assez réticent vis-à-vis de ces thérapies de développement personnel qui prétendraient nous permettre d'avoir un fou rire. Non, non, le rire et le fou rire plus encore ne se programment pas, mais bon sang comme ça fait du bien. Et je nous le souhaite tous et toutes. Mon dernier fou rire, c'est avec ma fille qui était venue quand même, transgressant d'ailleurs un peu les interdits, et nous avons regardé un film de Louis de Funès, et nous avons eu tous les deux un fou rire, sous l'œil d'ailleurs un peu réprobateur de mon épouse. Ça nous a dilaté l'âme, et c'était absolument merveilleux. Merci beaucoup, Eric, pour Merci, encore une merci à tous. fois. Merci beaucoup pour ce cheminement et aussi pour ce que vous nous offrez ainsi, ce que vous nous offrez ainsi comme possibilité d'antidote dans l'époque que nous vivons. Résumons finalement tout ce que nous avons dit. D'un côté, vous avez Michel Dubois-Danguin qui vous dit attention, le dialogue avec votre banquier est un dialogue finalement qui va se baser sur la résilience, qui va se baser sur la capacité de votre entreprise à montrer au banquier que vous, quelles que soient les circonstances, l'entreprise
tient le coup. Stress test d'un côté, vous a-t-il dit, mais également, par exemple, gouvernance. Et dans les chemins qui nous mènent vers le futur, dit-il, attention, nous aurons des points sur lesquels il faut être vigilant, notamment le point de l'inflation, même si la Banque européenne est là, même si les institutions européennes sont, mais également, nous avons. Serait-il possible, s'il vous plaît, de bien vouloir couper vos micros? Merci beaucoup pour la tranquillité de tout le monde et je vous en remercie déjà. Donc, déjà, dialogue avec le banquier et puis aussi dialogue avec chacun. Ici, nous étendons la chose à l'ensemble de nos contemporains. C'est cette petite fatigue, parfois forte, d'ailleurs un peu plus forte, que nous pouvons avoir. Où Eric Fiat vous dit, ben, finalement, il y a un premier point, c'est que ce bout du tunnel, cette lumière blanche en bout de tunnel, elle n'a fait que reculer. Et ça, c'est ce qui nous a, dans un premier temps, fatigués. La deuxième chose également, c'est l'absence de l'autre dans la reconnaissance qu'il montre de ce que nous faisons ou de ce que nous sommes. Et parmi ces antidotes, souvenez-vous, il y a le fou rire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos questions. J'ai bien compris avec ce qu'a dit Hervé tout à l'heure, Hervé Rebolo, que nous nous retrouverons. C'est une certitude. 2022, en tous les cas, c'est dans les cartons, c'est dans les prévisions de DLR.